à l'heure. Bon réveil, vous êtes sur Europe 1, il est 6h. Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h, le journal d'Émilie Bonneau. Bonjour Émilie. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Il faut revoir toute la réforme de la SNCF, réclament ce matin les syndicats de cheminots. Appel lancé à Édouard Philippe, invité d'Europe 1. Rendez-vous tout à l'heure, 8h10, avant une grande journée d'action. Ce sera jeudi prochain. Les autres titres. Le Premier ministre au premier plan également sur Notre-Dame-des-Landes, prêt visiblement à faire une pause dans les expulsions de zadistes. Le casse-tête pour les présidents de fac après le blocage. Ils doivent organiser les examens et cela s'annonce bien compliqué. Vincent Bolloré, mis en examen pour corruption dans la soirée. Et puis les sports, le foot, une ambiance de grande soirée européenne à Marseille. 63 000 spectateurs pour OM Salzbourg en demi-finale allée de l'Europa League. Les syndicats de la SNCF relancent donc la mobilisation et annoncent une grande journée d'action pour jeudi prochain. Oui, avec des rassemblements à Paris et en région. Ce sera sur un jour de grève et surtout juste avant leur rendez-vous avec Édouard Philippe, le Premier ministre invité d'Europe 1 ce matin à 8h10. Il reçoit les représentants des cheminots le 7 mai et déjà le porte-parole de Sudrail, Éric Meyer, l'interpelle. Après 2 mois de méthode de concertation qui n'a pas porté ses fruits, est-ce que la réforme portée aujourd'hui par ce gouvernement est la bonne et est-ce qu'elle a été préparée? Parce qu'aujourd'hui, nous, on a vraiment l'impression qu'elle n'a pas été préparée du tout et qu'on est dans l'amateurisme. Parce qu'aujourd'hui, quand on épluche le projet de loi, en dehors des 3 dogmes politiques posés par Édouard Philippe, il est vide. On n'a rien. Le porte-parole de Sudrail avec Aurélien Fleureau pour Europe 1, la SNCF qui sera remboursée et comment pour les jours de grève. Le patron Guillaume Pépi rencontre aujourd'hui les associations d'usagers. On va y revenir dans le journal de 6h30. Chez Air France, les salariés sont invités à partir d'aujourd'hui à se prononcer sur le plan de revalorisation des salaires. 7% d'augmentation étalée sur 4 ans. Les syndicats réclament 5% dès maintenant et annoncent 4 nouveaux jours de grève au mois de mai. Autre dossier sur lequel Édouard Philippe reprend la main, Émilie, c'est celui de Notre-Dame-des-Landes. Il devrait annoncer ce matin sur Europe 1 une trêve pour les zadistes. C'est ce qui a été décidé lors d'une réunion hier à Matignon selon Ouest France. Le Premier ministre prêt donc à faire une pause dans les expulsions. François Coulon, le correspondant d'Europe 1. Force doit rester à la loi, mais il n'y a pas d'urgence, ajoute en substance Édouard Philippe, qui opte pour une trêve longue de 6 semaines, c'est-à-dire jusqu'au 6 juin, date du prochain comité de pilotage sur l'avenir agricole de la ZAD. D'ici là, pas de nouvelles évacuations, ce temps sera mis à profit pour travailler sur la régularisation des occupants déclarés. Chez les zadistes, on respire un peu, mais la revendication première reste inchangée, congédier les forces de l'ordre. Camille, l'un des porte-parole. On craint le pire depuis le début de l'intervention policière. On a 250 personnes qui sont blessées. Hier, j'ai récupéré un camarade qui avait la joue lacérée par une grenade explosive. C'est passé à 7 cm de la carotide. Donc le préalable minimum pour vraiment avoir un dialogue serein, c'est un retrait de l'occupation militaire. On a fait des efforts pour organiser une proposition pour le gouvernement et en retour, on a un maintien des effectifs qui étaient là pour les opérations d'expulsion. Si l'État intervenait pour expulser des personnes alors qu'on est en négociation, ce serait scandaleux. J'ose même pas imaginer ce que pourrait être une nouvelle évacuation. Pour Camille, pas de doute, le gouvernement temporise pour avoir les troupes zadistes à l'usure. Notre-Dame-des-Landes, François Coulon, Europe 1. Pendant ce temps-là, Emmanuel Macron est de retour de 3 jours aux États-Unis. Une visite d'État marquée hier par son discours très anti-Trump face aux parlementaires américains. Les évacuations de fac se poursuivent, Émilie, à l'occasion des vacances. Après Tolbiac ou encore Montpellier, hier, les bâtiments occupés depuis plusieurs semaines à Metz et à Nancy ont été évacués. Et maintenant, l'urgence est d'organiser les examens. Et ce n'est pas évident. Victor Dolande. Dans toutes les facs qui ont été occupées, les partiels seront reportés. Quelques semaines de décalage et des universités obligées de délocaliser les examens dans d'autres centres. C'est le cas à Montpellier où des collèges et des lycées ont déjà été réquisitionnés. À Strasbourg, le vice-président du campus, Benoît Toc, est obligé de bricoler pour assurer la bonne tenue des épreuves. Dans toute la mesure du possible, tous les examens sont déplacés vers les campus plus de périphérie. Ils sont à proximité de Strasbourg, ils sont à portée de transport en commun de Strasbourg. Donc au maximum une demi-heure de bus
bus ou de tram. Quant aux étudiants, ils s'adaptent comme ils peuvent. Guillaume, en deuxième année d'histoire à Tolbiac, scrute plusieurs fois par jour le site internet de sa fac pour être bien au courant des éventuels reports. Pour la période de partiel normale, on est informé en effet de la délocalisation des examens au centre de Rungis notamment. Après, pour ce qui est des examens qui sont déplacés dans le temps, pour l'instant, on n'a pas d'informations supplémentaires. On sait juste que la période d'examen est allongée pour permettre justement la tenue de certains partiels qui n'avaient pas pu se tenir. Dans les facs encore bloqués à Rennes, à Nanterre et à Toulouse, les examens seront aussi décalés, mais tous les présidents de ces universités nous l'ont assuré, les partiels auront bien lieu avant les vacances d'été. Victor Dolande, le ministre de l'Éducation nationale, adresse ce matin à tous les instituteurs et institutrices des instructions très précises pour stopper la baisse de niveau à l'école primaire. Jean-Michel Blanquer revendique le retour de la dictée et du calcul mental chaque jour. Interview à lire dans le Parisien aujourd'hui en France. 6h06 sur Europe 1 avec la mise en examen hier soir tard de Vincent Bolloré, 10e fortune de France pour corruption. Le milliardaire soupçonné d'avoir financé la campagne électorale de dirigeants africains fait valoir la présomption d'innocence. C'est rare de voir un grand patron comme cela poursuivi par la justice. Son groupe accuse le coup avec encore une baisse de plus de 2% hier à la Bourse de Paris. Pierre de Cossette. Il est sorti du pôle financier sans qu'on aperçoive sa silhouette. Vincent Bolloré ne se sera pas éternisé pour son premier rendez-vous avec les juges d'instruction. Une mise en examen express, tout comme pour les deux autres cadres de son groupe. Tous trois ont quitté les lieux dans la même demi-heure. Mais après des gardes à vue, elles, beaucoup plus longues, plus de 30 heures entre les murs de l'Office anticorruption à Nanterre, dont une nuit. Les policiers avaient beaucoup de questions à poser pour établir un possible lien entre la concession au groupe Bolloré de 2 ports en Afrique, à Lomé au Togo et à Conakry en Guinée, et les conseils prodigués par l'agence Havas, la branche communication de l'industriel, à 2 présidents en devenir, conseils possiblement sous-facturés. Cette semaine, le groupe Bolloré a opposé un démenti formel à toutes les accusations, expliquant que ce n'est que grâce à son expertise et ses capacités financières qu'il a obtenu ces marchés. Hier soir, le même groupe a rappelé la présomption d'innocence qui s'applique à Vincent Bolloré. Les juges d'instruction, eux, considèrent à ce stade qu'il y a matière à poursuivre le milliardaire et l'ont mis en examen, en particulier pour corruption d'agents publics étrangers, ce qui signifie qu'il y a à son encontre des indices graves et concordants. Pierre de Cossette. Et puis les grandes marques de vêtements ne pourront plus jeter leurs invendus dès l'an prochain. La mesure fait partie du projet du gouvernement sur l'économie circulaire. L'objectif, c'est d'arrêter tout ce gaspillage comme pour les aliments et de faire des dons aux associations. Justin Morin. Les grandes marques continuent de le nier, rien n'est jeté, sauf les vêtements jugés dangereux pour la santé, par exemple, quand des taux de produits chimiques trop élevés sont détectés. Face à cela, plusieurs enquêtes journalistiques ont dénoncé des abus, des tonnes d'invendus seraient brûlés plutôt que d'être donnés. Alors difficile de savoir ce que cela représente. Les grandes marques assurent qu'avec leurs débouchés, il y a très peu de surplus. Le gouvernement souhaite donc réunir les principaux acteurs, les Célio, H&M ou Monoprix, pour faire un état des lieux. L'idée, c'est d'appliquer les mêmes principes que la loi anti-gaspillage alimentaire mise en place il y a 2 ans. Elle oblige les grandes surfaces à céder leurs invendus à des associations. Cela existe déjà, mais il faut aller beaucoup plus loin, selon Valérie Fayard, vice-présidente d'Emmaüs. Quand on a mis en place la loi sur le gaspillage alimentaire, les distributeurs disaient mais ça sert à rien, on a déjà des accords avec les associations, ce qui était vrai. Néanmoins, ce qu'on a pu constater, c'est qu'avec la loi, il y a eu une augmentation très importante des dons. Donc, par parallélisme de forme, on peut imaginer qu'en effet, une mesure un peu plus coercitive va amener une augmentation importante, puisque aujourd'hui, encore une fois, ça ne concerne qu'une minorité de marques. Une manière, selon Emmaüs, d'augmenter les 110 000 tonnes de textiles que l'association récupère chaque année et pour les marques de redorer leur image. Justin Morin. C'était le journal d'Émilie Bonneau, 6h08 sur Europe 1. C'est un geste simple qu'on est censé faire plusieurs fois par jour, mais la bonne hygiène des mains, ça se prend dès le plus jeune âge. On en parle avec le docteur Kirzek juste après les sports. À tout de suite.